Alors, aujourd'hui, petit lundi tranquille, hein, parce que bon, voilà. Donc, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux œuvres. D'habitude, j'en fais trois, mais là, il n'y en aura que deux. Et la première œuvre que je vous propose, alors, c'est pas techniquement une œuvre, c'est un ensemble d'œuvres. Là, je vous en présente trois, mais voilà, c'est ce qu'on appelle les tableaux pièges, qui est une pratique qui appartient à l'artiste roumain Daniel Spoeri, qui est né en 1830 et qui nous a quittés l'an dernier en 2024, qui est un artiste que je considère comme extrêmement important à plus d'un titre, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et je vais essayer de travailler sur un des objets de Daniel Spoeri qu'on appelle les tableaux pièges. Les tableaux pièges commencent dans les années 60 chez lui et donc continueront quasiment tout au long de son existence. Alors, je vais y revenir après parce qu'on va essayer de décrypter cette question des tableaux pièges. Donc, ces tableaux pièges existent chez lui sous deux formes. Donc donc là vous le voyez de face là vous le voyez tel que ça peut être accroché parce que c'est toujours accroché sous cette forme. Puis le troisième c'est sous les formes de multiples, donc il a développé pas mal de multiples tout au long de sa vie, etc. Mais normalement un tableau piège c'est ça. Voilà, c'est donc simplement les restes d'un repas qui sont collés sur un support. Et puis, j'ai fait une capture d'écran absolument pourrie, je suis désolé, parce qu'on voit le... Bon, voilà. Donc voilà, donc les objets sont collés et ça donne cet objet qui donc devient un tableau. Alors, essayer d'inscrire ça et de le marquer dans une histoire. Donc, je vous rappelle, Daniel Spoeri, né en Roumanie en 1930, et donc il va commencer sa carrière après la Seconde Guerre mondiale, et il va très vite appartenir à un courant qu'on appelle les nouveaux réalistes. Les nouveaux réalistes, on peut citer Klein, Armand, César et Tinguely. Les nouveaux réalistes, l'axiome des nouveaux réalistes est assez simple, hein. Ce sont des artistes qui cherchent à réintroduire la question du réel en opposition à pardon, l'inverse, qui cherche à réintroduire la question de la réalité en opposition à une quelconque quête de la question du réel, et en opposition évidemment à l'abstraction qui est dominante dans les années 50. Donc ce qui intéresse les nouveaux réalistes, c'est la réalité. Donc absolument plus des questions de réel qui ne les intéressent pas, et pas de questions d'abstraction. On revient sur des objets qui tendent à faire coïncider ce qu'ils disent, coïncider l'art et la vie. C'est ça qui les intéresse, et c'est ça qui conditionne une grande partie de leur existence. Donc, à partir des années 60, Daniel Spoeri va commencer à inventer ces tableaux pièges qui consistent en fait à un fragment de réalité. C'est quasiment toujours des restes de repas, des objets du quotidien qui peuvent varier d'un paquet d'allumettes à des petits objets domestiques, des serviettes, des notes de bistrot, des notes posées sur la table, des nappes tachées, de la vaisselle, des cendriers, des paquets de cigarettes, etc. Et tout ça est collé sur des supports. Et ensuite de ça, le truc, plutôt que d'être en surface, sur un rapport horizontal, tout ça est mené à la verticale et accroché au mur. Et donc, ça, évidemment, ça transforme un moment éphémère, un moment qui appartient à l'espace domestique et à l'espace du vivant, en un dispositif artistique. Et alors, je préciserai tout à l'heure, je dis bien un dispositif artistique tout à l'heure, et pour le moment, je ne dis pas une représentation, parce que chez Spoeri, c'est pas aussi simple que ça, et que Spoeri considère que ceci n'est pas exactement une représentation, c'est pas juste une image des restes d'une table, c'est un dispositif artistique, et on essaiera de voir ce qui importe derrière tout ça. Daniel Spoeri a écrit un livre qui est un livre assez intéressant, très jeune, puisqu'il date de 62, qui s'appelle Topographie anecdotée du hasard, à l'intérieur duquel il écrira, je cite, « Ce qui m'intéresse, c'est le hasard fixé, le hasard devenu mémoire ». Et il rajoute « Je ne crée rien, je ramasse, je fixe ». C'est une des raisons pour lesquelles ce n'est pas techniquement une représentation, puisque ce n'est pas pour lui une création, c'est plus quelque chose qui va, là encore, héritage du ready-made, hein. On fixe et puis on va déplacer, en déplaçant, produire une autre manière de voir les événements et de voir le monde. Alors techniquement, qu'est-ce que c'est qu'un tableau piège? Comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que sont ces objets? Donc, je l'ai dit, ça consiste, et pour Daniel Spoeri, ça consiste à fixer un instant de réalité, c'est-à-dire à fixer un événement. Et donc, on va fixer ce qui reste d'un événement, c'est-à-dire tout son désordre, tout son apparent chaos, sans essayer de ranger les choses ni d'ordonner les choses. Et on y met de la colle forte et on redresse l'ensemble.
Et Daniel Spoeri dira que c'est le regard horizontal du vécu qui devient le regard vertical du spectateur. Tout se passe chez lui de cette manière-là. C'est-à-dire, voilà, c'est le regard horizontal du vécu qui passe au regard vertical du spectateur. Et c'est là, encore une fois, où ce n'est pas une question de représentation, c'est une question que ça modifie. C'est pour ça qu'il appelle ça un dispositif artistique. Ça modifie la manière avec laquelle vous regardez les objets. Et donc, par exemple, vous avez toutes sortes de titres d'œuvres qui peuvent s'appeler Le déjeuner de Kishka en 1960, Le tableau piège numéro 47, celui du novembre 68, etc., etc. Et que chez Daniel Spoeri, une des fondations de son œuvre, c'est de considérer que l'anecdotique, pour lui, est un objet de contemplation. Alors là aussi, dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la représentation, ça change beaucoup. Ça a toujours été considéré que l'anecdotique était totalement secondaire et que ce n'était pas le plan premier pour fabriquer de la représentation, ni fabriquer en tout cas de la contemplation. Spoeri assume du côté de la modernité de concevoir que c'est depuis l'anecdotique que l'objet, que la contemplation peut advenir et que l'expérience de la contemplation peut advenir. Alors, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris comment fonctionnait un tableau piège, la question, c'est de savoir comment ça s'inscrit dans une histoire de l'art et comment ça va déjouer un certain nombre de grandes pratiques. La première chose, c'est que pour Daniel Spoeri, ça déjoue toute une histoire de la nature morte, puisque chez lui, c'est pas l'idée de fabriquer un objet esthétique ni une idéalisation. Chez lui, c'est de mettre en scène une crise des traces et de ce que ça laisse sur l'idée de ce que nous sommes, sur l'idée de notre consommation, sur la manière avec laquelle nous ne sommes pas en mesure de mettre en ordre le monde ou de remettre le monde dans un état pour que ça puisse continuer. Donc il y a toute une histoire assez fondamentale chez lui sur cette idée que ces tableaux pièges, ce qui est piégé, c'est aussi notre manière très inélégante ou très non investie de ne pas prendre en charge les traces du monde, de ne pas prendre en charge ce que ça laisse comme état restant du monde. Voilà, c'est posé comme ça, et c'est ça qui est laissé à voir. C'est donc pas une forme d'idéalisation. Il n'y a jamais d'idéalisation chez Daniel Spoeri. C'est justement au contraire cet état, cet état, c'est ce qui est en l'état, et qui nous laisse à la fois une espèce de mesure de tristesse nostalgique sur ce qui n'est plus, puisque l'événement est passé, et en même temps quelque chose où, ben oui, nous n'avons pas prêté attention à l'état restant du monde, puisque une consommation a été opérée, des déchets sont là, mais rien n'est rangé, rien n'est mis en ordre, rien n'est fait pour ça. La deuxième chose que ça met en jeu, c'est une grande histoire du collage, et notamment du collage cubiste et du ready-made du Champien. Là aussi, on est dans cette grande tradition de la modernité, c'est-à-dire qu'un artiste, ça ne représente pas, mais un artiste, ça présente. Et Daniel Spoeri est dans cette grande tradition post-duchampienne de cette question-là. Et que pour lui encore, c'est là aussi où c'est pas une représentation, Daniel Spoeri considère qu'il ne fabrique jamais les choses, il considère qu'il ne fait que les fixer. Lui, il dirait c'est un travail où je colle les éléments, je ne les produis pas au sens propre, je ne les fabrique pas au sens propre, puisqu'un état restant du monde a été laissé comme ça, je le colle et je l'expose. Ça se place aussi dans une grande tradition de la question, en tout cas dans des traditions artistiques de la question du pop art, parce que évidemment il interroge la question, comme dans la tradition de Warhol, la question de la consommation, mais à l'inverse de Warhol, cette interrogation n'est jamais faite du côté de l'objet commercial et du côté de la publicité. L'objet est fait au contraire du côté des usages, du côté de l'événement et du côté de l'expérience matérielle du monde. Et puis la dernière chose, alors ça c'est extrêmement important aussi dans une histoire de l'art, ça s'inscrit dans une très longue tradition de ce qu'on appelle le réalisme en histoire de l'art, qui consiste en fait à ne pas représenter le monde dans une idéalité, mais à tenter de capturer quelque chose qui appartient au geste du quotidien. Alors on sait que le réalisme, il y a plusieurs grandes phases du réalisme dans l'histoire. La première phase commence évidemment à la toute fin du XVIe avec les frères Carache, et notamment avec des mangeurs de haricots d'Annibal et Carracci en 1585. Et puis évidemment après c'est Courbet, et c'est cette longue tradition de ce qui intéresse, ce qui importe pour l'artiste. Là encore une fois n'est pas de représenter, mais c'est une question de s'intéresser et de prendre soin de ce qui appartient à un moment donné à des gestes. Des gestes qui ont permis un commun, des gestes qui ont permis un dîner à deux, des gestes qui ont permis un dîner tout seul, des gestes comme ici qui ont permis de boire un café et de fumer d'un paquet de cigarettes, etc., etc. Et c'est ces gestes qui intéressent Spoeri. L'autre chose qu'il faut considérer, c'est que dans les tableaux de Spoeri, dans les tableaux pièges, il y a une grande problématique
qui est la question de la temporalité. Ce qui est capté chez Spoeri, c'est un instant, une temporalité qui ne cesse de jouer avec cette idée que ça devrait pouvoir être fixé, ça devrait pouvoir se maintenir en l'état, et pourtant ce qui est maintenu relève d'un instant qui est à la fois révolu et un instant qui est irrésolu. C'est-à-dire cette chose ne pourra pas se reproduire, cette chose ne pourra pas recommencer. Donc il y a une instabilité entre ce qui a eu lieu et ce qui n'a pas lieu. D'où la question de chez lui, la question fondamentale des empreintes, laisser tout en l'état, coller tout ce qui reste, les verres renversés, les taches, les restes de miettes, les verres brisés, les cigarettes, la cendre, etc. Tout est strictement collé et maintenu ainsi, les pains, tout ça, tout est maintenu, collé et fixé dans les objets. Et cette fixation, évidemment, elle produit chez Spoeri une interrogation qui est plutôt assez fascinante, puisqu'évidemment, elle nous oblige à penser ce que moi je peux appeler une métaphysique du résidu, c'est-à-dire à ce moment-là, ce que je vois n'est absolument pas un objet pensé comme quelque chose d'idéal, mais c'est simplement posé en l'état, et qui est une manière assez étrange de revenir sur une sorte d'expérience existentielle de deux questions. Est-ce que nos gestes ont une valeur historiale et est-ce que mes gestes, je peux les conserver? Et la deuxième question, qui est essentielle pour Spoeri, c'est est-ce qu'il y a une capacité ou est-ce que nous avons un intérêt à sauvegarder une partie du banal et que cette sauvegarde du banal, est-ce qu'elle peut être faite par l'art? Et si elle pouvait être faite par l'art, à quoi elle nous servirait? Est-ce qu'elle nous servirait à transfigurer une expérience de ce que nous sommes? Est-ce qu'elle servirait à partir du geste à fabriquer une métaphysique de ce que nous sommes à partir des restes et des reliquats? Tout ça est posé, tout ça est laissé en devenir à l'intérieur de ces objets qui deviennent des sortes de choses qui se fixent, sur lesquelles il faut rajouter évidemment que ces objets qui aujourd'hui ont tous entre presque 50 et 60 ans, se sont chargés. Là, je vous ai mis des images, souvent il y a des grandes cloches en plexi qui maintiennent la chose. Ça se charge d'une poussière, ça se charge d'une fatigue, ça se teinte aussi de tout ce qui est cette histoire depuis la production et la fixation, ce qui sera une des grandes conditions aussi d'interprétation de ce que sera Spoeri dans 50, dans 100 ans. Tout ça, ça va encore plus s'affadir, tout ça, ça va encore plus s'empoussiérer, et tout ça, ça va encore plus ouvrir à cette question d'un résidu et de quelque chose qui est absolument irrécupérable en tant que tel dans cette captation. Et donc, d'une ouverture à une faille, d'une ouverture à une faillite, puisque ces œuvres, à la fois ces œuvres angoissent, vous pouvez à peine imaginer à quel point ça angoisse les restaurateurs, puisque s'occuper d'un Spoeri et avoir un Spoeri dans une collection, c'est une terreur. Du coup, comment faire de ces traces, comment les maintenir, comment les nettoyer, comment faire quelque chose avec. Et en même temps, cette angoisse de la conservation ouvre à cette grande question centrale de ce que les musées sont capables de conserver, ce que nous, collectionneurs et collectionneuses, sommes capables de faire, pourquoi nous avons besoin de ces objets et qu'est-ce que ça ouvre comme représentation sur la manière avec laquelle nous interrogeons la relation que nous avons entre l'anecdote, le banal et une histoire de l'art qui voudrait peut-être être plus ample, plus large, plus ouverte, en tout cas qui ouvrirait à la possibilité d'une autre métaphysique. Et ça, c'est une des grandes questions chez Spoeri, qui est maintenue en permanence en suspens, qui est extrêmement, extrêmement compliqué à interpréter, et encore aujourd'hui, qui est toujours extrêmement... Enfin, moi, je toujours trouve ça extrêmement troublant et touchant d'être devant ces objets, devant ces traces laissées et fixées comme ça, alors qu'a priori, ça ne devrait pas l'être. Et ça fabrique une demeure, une stratification de gestes, et que c'est très étonnant, ces objets, pour ça. Et donc évidemment, tout ça, ça interroge, ce qui est aussi la grande interrogation des années 60 et 70, la question de la société de consommation et de ce que nous en ferons. Et que Spoeri a longuement travaillé sur ces questions-là, c'est-à-dire que considérer que là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les tableaux pièges de Spoeri ne sont pas des représentations, puisque les tableaux pièges sont considérés par Daniel Spoeri comme étant des principes archéologiques. C'est à la fois des dispositifs artistiques et à la fois des principes archéologiques. Il faut savoir que dans les années 80, quand la Fondation Cartier était à Jouy-en-Josas, Daniel Spoeri avait fait une performance, il avait fait un banquet dans le jardin de la Fondation Cartier, et à la fin du banquet, du pique-nique plus exactement, du pique-nique-banquet, tout a été enterré. Et 30 ans plus tard, avec une équipe de l'INRAP, donc de l'Institut national d'archéologie préventive, ils ont fait un travail d'archéologie, c'est-à-dire de vraiment déterrer les objets comme un archéologue ferait et de remettre sous vitrine tous les objets qui ont été
qui ont été découverts. Et qu'il y a tout un travail chez Daniel Spoeri qui est une interrogation constante, c'est pourquoi il appelle ça un dispositif archéologique, sur nos propres manières d'exister dans une modernité où toute la question de l'aliment ne cesse de prévoir des déchets, des emballages, une économie du gaspillage qui est extrêmement forte et qui est en permanente, qui appartient à nos modalités d'existence. Et ce qui est capté aussi dans ces objets, c'est ça, c'est-à-dire la banalité d'une bouteille d'Heineken, la banalité d'un paquet de cigarettes qui devrait être jeté. Tout ça est fixé, tout ça est bloqué, comme si elle ne cessait de venir nous réinterroger sur à la fois ce que nous faisons du monde, à la fois ce que nous faisons de nos résidus, à la fois ce que nous faisons de ce qui devrait être un effacement ou un oubli. Et donc ces objets sont une sorte à la fois de dimension ironique et quelquefois presque de dimension de mauvaise conscience de ce que nous sommes. Et donc tout ça, c'est évidemment un immense travail que Spoeri dira, il le dira lui-même, hein, c'est que dans les tableaux pièges, il y a toute une interrogation de ce qu'il appelle le refoulé du capitalisme, c'est-à-dire ce qui est considéré que l'histoire de l'art est vite, puisque dans l'histoire de l'art, il y a ce qu'on appelle une idéalisation du sujet, c'est-à-dire je vais idéalement représenter le sujet, c'est-à-dire représenter une corbeille de fruits qui est certes, il y a un fruit qui commence à pourrir, mais ça reste suffisamment esthétique pour que ce soit idéal. Certes, ma nature morte va me dire que je vais mourir, mais elle n'implique pas ma position ni mes gestes du monde, etc., etc., etc. Et qu'on retrouve encore jusqu'à très tardivement, jusqu'encore Cézanne, etc., où ça n'interroge pas cette question-là. Ce qu'interroge Daniel Spoeri, c'est vraiment techniquement ce qu'il appelle le refoulé du capitalisme. C'est-à-dire ce que, dans l'idéalisation, on refuse scrupuleusement et soigneusement de représenter. Donc c'est pour ça que chez Spoeri, ces tableaux plèges ne sont pas des représentations. En revanche, une partie, il s'agit de représenter le refoulé du capitalisme. C'est-à-dire il s'agit de représenter ce qu'on ne veut pas représenter. Ça existe dans les tableaux pièges. Mais le tableau piège en lui-même n'est pas une représentation. C'est juste un instant qui est figé avec l'ensemble des éléments qui sont figés. Et de cette fixation émerge la représentation de ce qu'il appelle le refoulé du capitalisme. C'est-à-dire ce qu'encore une fois, l'art traditionnel ou l'art idéalisé évite de représenter. L'autre chose qui est importante évidemment chez Spoeri dans les tableaux pièges, c'est de considérer qu'il y a un déplacement qui appartient à l'histoire du ready-made et qui est celle de poser une table sur un mur. Alors c'est à peu près la même chose que mettre un porte-bouteille dans une galerie, c'est-à-dire que ça vous oblige en fait à déplacer un regard pour accepter cet objet. C'est-à-dire je vais déplacer, je vais le mettre prêt à un emploi autre sur un objet. Donc à partir du moment où il est déplacé, il est posé comme un ready-made, il ne vaut plus comme tel, c'est-à-dire qu'il ne vaut plus comme table, il ne vaut pas non plus comme représentation, il vaut donc comme un objet qui va venir obliger la spectatrice ou le spectateur à comprendre le dispositif et surtout à comprendre le fonctionnement archéologique du tableau. Spoeri dira lui-même que ces tableaux sont les miroirs de nos gestes et les miroirs de ce que tous nos gestes font, c'est-à-dire laisser des traces. Et c'est ça qui est encore une fois représenté dans ces tableaux, c'est les traces de nos gestes. C'est pas, en fait, il faut arriver à comprendre qu'il faut sortir de l'objet qui est représenté, qui est posé. C'est pas l'important, c'est pas le verre qui est collé sur le tableau qui importe. Ce qui importe, c'est les traces que ça laisse. Traces que ça laisse d'un usage, d'une consommation d'aliments, traces que ça laisse d'un rapport à des objets qui ne s'absorbent pas, par rapport à des consommations, etc. Est-ce que ça laisse à la fois sur le monde, est-ce que ça laisse à la fois sur les corps? Et ça veut dire qu'en soi, le travail de Spoeri, c'est de piéger ce quotidien en permanence et de piéger évidemment notre regard et d'ouvrir à une sorte d'objets qui sont des objets profondément silencieux, puisqu'il faut arriver à comprendre que ce ne sont pas des représentations, mais ce sont des espaces où, à partir de ce déplacement, quelque chose va ouvrir à détourner nos modalités de regard et à essayer, à l'inverse de l'histoire de l'art, d'éprouver du contemplatif sur ce qui habituellement n'en produit jamais. Et c'est ce déplacement qui est assez essentiel chez Daniel Spoeri. Donc ça veut dire que s'il fallait que je fasse une conclusion sur ces œuvres de Daniel Spoeri, j'aurais pu vous en présenter plein d'autres, mais vous pourrez regarder, il y en a beaucoup, des tableaux pièges. Et de regarder tous les détails, de comprendre toutes ces choses qui s'incrustent et le vieillissement de ces choses.
S'il fallait faire une conclusion, la première chose que je dirais, c'est que, encore une fois, ce qui est fascinant chez Daniel Spoeri, c'est une résistance à la représentation. Ces tableaux ne représentent pas. Ces tableaux piègent quelque chose. Et la première chose qu'ils piègent, alors évidemment, il y a un double jeu de mots. C'est-à-dire que ce que ça piège, c'est les objets laissés du réel. C'est-à-dire que ça va piéger tous ces trucs, les tasses, les cigarettes, les mégots, les trucs, etc. Mais ça, c'est l'interprétation la plus facile. Ce que ça piège, c'est notre regard sur l'art. C'est-à-dire ça piège notre habitude qui est à la fois une attente d'idéalisation de la représentation et à la fois l'attente aussi d'une idéalisation en supposant que chaque chose représentée nous produira à la fois du contemplatif, du symbolique, de la transfiguration et de l'idéalisation. À aucun endroit, ça ne produit ça. Ce que Spoeri nous montre, c'est évidemment que, à un moment de l'histoire de l'art, notre regard doit sortir d'un piège. Et ces tableaux en sont probablement une des formes extrêmement importantes. Donc ça veut dire qu'il va falloir penser à partir du résidu, penser à partir de l'état laissé des choses, penser à partir des reliques, penser à partir de ces infinies petites choses banales qui n'ont en soi aucun intérêt. C'est-à-dire aucun intérêt à cet endroit. Mais pour autant, ça en a un, parce que ça oblige à reprogrammer mon regard et ça oblige à mettre mon regard sur un autre espace. Et c'est tout ça que ces tableaux pièges considèrent. Et pour moi, alors ça tient à un des grands espaces du séminaire de recherche dans l'école, mais on a développé un des concepts que moi j'appelle la suneilésis, c'est-à-dire la question de l'état restant du monde, qui est vraiment cette question qu'en règle générale, ce qui nous importe, c'est l'état, c'est-à-dire ce que nous faisons, le geste, la manière de produire quelque chose, et ce que ça produit à la fois comme puissance parce qu'il y a l'état de la chose, et à la fois comme idéalisation parce que je vais en faire une représentation idéalisée. La question centrale est de se poser, une fois que la chose a été produite, dans quel état demeure le monde après que la chose ait été produite? Dans quel état est le monde après avoir mangé? Dans quel état est le monde après avoir fait un prélèvement sur le monde? Ce que les tableaux pièges de Spoeri disent, à mon sens, à la fois de manière ironique et à la fois de manière profondément plastique, c'est cette histoire. C'est-à-dire à un moment de me piéger dans cette histoire, de me dire non, nous ne sommes pas dans une histoire de l'image et donc nous ne sommes pas dans l'histoire de la représentation, nous en sommes au-delà. Et cet au-delà, c'est que nous sommes dans une histoire de la représentation de ce que refoule notre commun, c'est-à-dire fondamentalement l'état restant du monde. Et c'est ça que ça dit. Et que cet état restant du monde qui a été capté là, c'est en 1973, c'est-à-dire depuis 50 ans, cet état restant du monde, il ne cesse de s'empoussiérer, il ne cesse encore de s'abîmer, et il va continuer. Et c'est à la fois cette irrésolution de l'état du restant du monde à ce moment-là, et à la fois de ce que ça nous ouvre. Il nous ouvre à une sorte de grande crise, qui est probablement la grande crise de la modernité, qui est le grand avertissement de Duchamp dès le début du XXe siècle, qui est qu'un artiste n'est pas là pour représenter le monde, mais qu'un artiste est là pour présenter éventuellement l'état restant du monde ou l'état de ce que nous sommes à un moment dans un commun. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce premier Filiconi et pour les tableaux pièges de Daniel Spoeri. Questions, commentaires, reproches? Oui, dis-moi, Raphaël. Ouais. Oui, des multiples. Ouais. Alors, c'est une très bonne question et qui est assez compliquée. Ce que vous voyez ici, c'est vrai que j'aurais pu le préciser, ce que vous voyez ici est un multiple de Daniel Spoeri qui date de 1973, qui est un des tableaux pièges qui a réalisé. L'original est conservé à Lausanne.
Il porte un numéro, mais je l'ai oublié. Ça, c'est un multiple qui a été édité à 600 exemplaires. Ça se replie, et du coup, ça fait des pop-up, puisque du coup, ça s'ouvre. Alors, deux choses. Il y a la question de la fascination du multiple. Je l'ai dit aussi en introduction, c'est-à-dire que Spoeri est issu d'une grande tradition du collage, et en même temps, il est issu du nouveau réalisme. C'est qu'il y a quand même une des grandes fonctions dans l'art de Spoeri, qui est la fonction du détournement et de l'ironie. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a à la fois le tableau piège qui doit produire cet effet parce que je suis devant du résidu et que le résidu m'oblige à déconstruire le rapport idéalisé en tant que je suis un sujet dans l'histoire de l'art et que je regarde une nature morte qui idéalise le rapport que j'ai qui idéalise le monde et le rapport que j'ai au monde, et que ça doit se faire dans ce truc. Et là, à partir du moment où il fait un multiple, on augmente encore la dimension du tableau piège, c'est-à-dire que non seulement je me suis fait piéger dans la représentation, mais en plus de ça, j'accède à une dimension ironique et joueur de l'objet. Et ça veut dire que tout d'un coup, cet objet pop-up, normalement, parce que là, vous le voyez, hein, il y a un pop-up avec... cette pièce sera présentée dans l'exposition qui aura lieu en fin de semaine ici à la galerie. Donc c'est une place, c'est un petit truc qui s'ouvre et je pop, ça fait une bouteille d'Heineken. Là, normalement, la tasse fait le truc, etc. C'est-à-dire qu'on arrive à ce truc qui est un des fondements, faut jamais l'oublier chez Spoeri, c'est que Spoeri considère qu'il doit y avoir une continuité entre l'art et la vie. Si l'art n'est pas chez Spoeri, si l'art ne produit pas du plaisir et si l'art ne produit pas du rire, c'est que pour lui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et que lui le savait aussi, c'est-à-dire que lui considérait qu'une des forces des tableaux pièges, c'est que le tableau piège interroge, c'est ce qu'il appelle lui-même la question du refoulé du capitalisme, mais que tout ça, ça ouvre aussi à une fonction un peu douloureuse ou un peu triste de l'existence. Et que Daniel Spoeri a besoin de démultiplier des banquets, des multiples, des blagues. Daniel Spoeri a passé sa vie à faire énormément de blagues, beaucoup de jeux de mots, et que cet objet, en fait, c'est la même chose qu'un tableau piège, mais devenu comédie. C'est-à-dire, c'est le déplacement de ce qui a été le refoulé tout à l'heure qui là se fait sur un objet qui peut se démultiplier chez soi n'importe où, puisque l'objet peut s'accompagner à la maison. Est-ce que ma réponse a satisfait ou pas? Moyennement, j'ai l'impression. Mais ça doit vraiment être considéré. Il faut considérer que... Parce que c'est ça aussi. Alors j'aurais peut-être dû insister un peu plus là-dessus. C'est que là, il y a une grande question qui est... Et en fait, je crois que j'ai dit un peu la grande partie sérieuse du travail de Daniel. Mais il faut comprendre aussi que Daniel Spoeri fait partie des artistes de la modernité qui ont tenté cette chose si difficile dans la modernité qui est la question de la plaisanterie, qui est la question de l'humour et de l'ironie. C'est-à-dire de considérer qu'une œuvre d'art, c'est pas seulement qu'un truc ultra sérieux, c'est aussi quelque chose qui peut faire rire. Et que cette question du refoulé, cette question du résidu, cette question de tout ça, peut aussi s'apparenter à partir de ça. Ouais. Mais oui, mais c'est toute l'histoire de l'art. Mais c'est pas de la faute de Daniel. C'est la nôtre, hein. Mais je suis d'accord avec toi, c'est devenu des représentations. Forcément, à partir du moment où c'est dans des musées, à partir du moment où c'est revendu, que ça vaut une fortune, que c'est institutionnalisé en tant que tel, évidemment que ça devient des représentations. Mais ça, c'est la question de notre regard. C'est la question de ce que l'institutionnalisation de notre regard fait. C'est pas la question des enjeux de Daniel. Et que de toute façon, même si je peux considérer les deux, ça m'empêchera pas à un moment, moi, spectatrice ou spectateur, devant un tableau piège de Spoeri, de me poser vraiment la question de cette question de l'immanence du résidu. Ouais. Et que cette immanence du résidu, elle est... Enfin, évidemment, moi, je vous la montre sur une image dans un amphi en très grand. Il faut imaginer que c'est beaucoup plus petit, hein, parce que généralement, c'est des tables de bistrot. Donc, généralement, les tableaux pièges, c'est 60 sur 60, 70, 70 max, quoi. C'est vraiment une table de bistrot, donc c'est pas des trucs immenses. Il y en a eu quelques-uns un peu plus grands, mais c'est assez rare. Il faut vraiment imaginer qu'on est dans un rapport au banal le plus extrême, quoi. Et en règle générale, c'est des nappes bleues qui sont dessus. Alors, il a fait beaucoup de sets de table aussi qui étaient posés.
Cette pièce, il l'a éditée aussi en 7 de table. Oui, oui, évidemment que ça devient de la représentation, mais comme tout, à partir du moment où on institutionnalise le regard qu'on porte sur un artiste, ça devient un truc. Mais il faut imaginer quand même qu'à un moment, l'histoire de l'œuvre, telle que Spoeri l'a posée, présupposait quand même une crise du regard et cette question du résidu. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui est assez essentiel à cet endroit et qui fait de cette œuvre quelque chose d'assez étonnant. Enfin, en tout cas, quand on expérimente en vrai ces tableaux, c'était toujours étonnant. Moi, je me souviens la première fois, il y a des années, adolescent, j'ai vu ce truc-là. J'ai trouvé ça. Évidemment, c'était caricatural, mais j'ai trouvé ça moche et crade. Et qu'au fond, c'est moche et crade, et bien parce que la question, elle n'est pas là. C'est-à-dire, on est par-delà l'idéalisation, on est par-delà l'esthétisation, et on est sur quelque chose qui a été, oui, voilà, j'ai entassé et j'ai fixé du résidu. Et que ce résidu dit quelque chose sur piège toute mon expérience de spectatrice qui est habituée, ou de spectateur qui est habitué à voir de l'art et qu'on attend de l'art que ce soit une transfiguration, on attend de l'art que ce soit de la contemplation, on attend de l'art que ça résolve quelque chose du monde, on attend de l'art que ça ouvre à une sublimation, une idéalisation des éléments qui m'entourent. Chez Spoeri, c'est absolument tout l'inverse. Tout l'inverse. Il n'y a aucune idéalisation, il n'y a pas de symbole. Prendre du symbole là-dessus, ce serait une erreur absolue. Il n'y a pas de symbole, pas d'idéalisation, pas d'esthétique. Il y a du résidu qui est entassé, qui ne se présente pas comme une représentation, sauf à prendre en compte ce que tu dis sur l'histoire de l'art, et qui s'ouvre à une crise. Voilà. Ce qui est représenté, c'est ce que je ne veux pas voir. C'est ça qui est représenté. Et évidemment que c'est compliqué dans ces tableaux. Et c'est ça qui est le piège. C'est que je suis piégé parce que voilà, c'est là où je suis piégé, c'est que je suis obligé de voir ce que je ne veux pas voir. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires sur Daniel Spoeri? Non?